Oh là, salut. Me voilà. Un peu en retard ce matin, mais je suis toujours là, donc tout va bien. Tout va bien. On va passer d'ailleurs, on va passer à la bonne vision. Voilà. Bonjour. Bonjour. Un peu compliqué. La semaine dernière, c'était une semaine très chargée pour moi. Là, je récupère un petit peu de souffle cette semaine, mais je suis quand même un peu à la bourre. Et on va tout de suite enchaîner sur la revue de psychologie positive, psychologie aussi un peu tout court aujourd'hui. J'aimerais bien traiter trois petits articles. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec un petit article. Ah, alors évidemment si ça ne marche pas... Ah ben voilà, voilà. Est-ce que je peux faire ça? Oui, très bien. Alors, on va faire trois articles. Je vais vous les montrer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'étais... Ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que ça n'a pas réussi. Je dirais que ça n'a pas marché. Alors, c'est pas un échec. C'est pas un échec, on y va. Donc trois articles. Un premier article sur la musique. Un deuxième article sur le bonheur à long terme. Et un troisième article sur l'imagerie. Désolé, je bascule entre deux fenêtres de navigateur. C'est pas évident. Voilà. Nous y voilà. Alors, premier article ce matin. Alors on est sur des articles un peu plus de vulga qui parlent d'articles de recherche, qui s'appuient sur des d'articles de recherche, pardon, et qui les vulgarisent. Des jours comme ça où j'ai un peu plus la flemme, mais les articles sont derrière et je vais vous les montrer d'ailleurs si vous souhaitez aller les consulter. Alors ce premier article il s'appelle How Your Favorite Songs Might Reveal Your Attachment Style. Donc vos chansons favorites révéleraient votre style d'attachement. Le style d'attachement, on va en parler si vous ne connaissez pas. C'est en gros une manière d'être attaché aux autres, d'interagir avec les autres. Donc en gros, c'est des chercheurs qui ont regardé s'il y avait des liens entre les chansons qu'on écoutait, les traits de personnalité et le style d'attachement. En gros, est-ce que la musique qu'on écoute dit quelque chose de notre personnalité? Alors, la recherche en question, c'est celle-ci. Je vous montre quand même ce que c'est. Donc c'est, hop là, individuals' favorite songs, lyrics, reflect their attachment style. Donc de Ravin Alei et Nicholas O'Rourke et Geoff MacDonald. Donc voilà, publié en 2022, donc c'est quand même une étude qui a quelques mois maintenant, mais qui présente tout ça. Donc là, on a dans cette étude 469 participants qui ont qui ont listé 7 à 15 de leurs chansons favorites. Chansons favorites par rapport à la musique, par rapport au sens, euh, et notamment par rapport au sens. C'est des chansons en lien avec les relations. Leurs chansons de relations favorites. Donc ça peut être sur les ruptures, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est quand même d'abord les textes qui comptent ici. Et ensuite, ils ont rempli des questionnaires pour voir leur trait de personnalité, l'extraversion, le conscientisme, je ne sais plus comment on dit en français, conscientiousness, et leur style d'attachement dans les relations. Donc attachement sécure, attachement anxieux, attachement évitant, ou un mix entre anxieux et évitant. Alors les gens qui ont un style d'attachement anxieux, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont les gens qui sont dans ce style d'attachement-là? C'est des gens qui vont s'accrocher, en fait, qui ont peur de se faire larguer, qui ont peur de se faire abandonner, alors que les personnes qui sont plutôt dans un style d'attachement évitant sont des personnes qui vont souvent se retirer, fuir les autres ou faire comme s'ils n'en avaient rien à faire pour se protéger. Et ceux qui ont un attachement sécure se voient comme
des personnes qui méritent d'être aimées et aiment être proches des autres. Et ne sont pas donc surattachés, ne sont pas dans l'évitement excessif, ils sont dans quelque chose d'équilibré et de sain. Alors évidemment, c'est des grandes familles, et en fonction des relations, en fonction des moments de notre vie, on oscille plus ou moins entre ces... Je coupe le tel, entre ces différents styles, même si on peut avoir une tendance générale plus importante. Hein. On tend quand même vers un style d'attachement général. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas si la caméra est pas tout à fait... Attendez. Voilà, que je sois un peu plus centré. Alors, à côté de ça, on a des assistants de recherche, donc des étudiants en master probablement, et en licence, qui ont écouté, qui ont lu les paroles des chansons que les personnes avaient listées, à peu près 5000 chansons, et ils ont donc fait les juges, c'est-à-dire ils ont évalué à quel point ces textes-là faisaient référence à des styles d'attachement. Donc vous avez des exemples ici. Voilà. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées dessus. Et en plus de regarder les paroles par rapport au style d'attachement, les chercheurs ont aussi utilisé des logiciels d'analyse de texte, de traitement, voilà, d'analyse automatisée de texte pour mesurer le nombre d'occurrences de sentiments positifs ou négatifs dans les chansons. Pour en fait écarter l'hypothèse de ce côté positif ou négatif. C'est-à-dire, en fait, c'est pas le style d'attachement qui fait qu'on aime ces chansons-là plutôt qu'une autre parce qu'il nous correspond, mais c'est en fait que j'aime bien c'est plutôt le côté négatif ou positif des émotions qui m'attire. Donc ça permet de neutraliser cette explication-là. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que les gens qui étaient plus évitants préféraient les chansons qui avaient des thématiques d'évitement. Voilà. Alors que les gens qui avaient un score élevé en neuroticisme, c'est pareil, en français, je sais plus comment on dit. Je vais vous dire ça. Neuroticisme en français. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et c'est consciencieux pour conscientiousness. Ok, d'accord. Donc là, donc les gens évitants écoutent plutôt des chansons avec des thématiques évitantes, enfin d'évitement. Et les personnes qui ont un score élevé au neuroticisme, donc c'est-à-dire des gens qui ont tendance à se faire des soucis, pas à broyer du noir, mais voilà, à faire tourner en boucle dans leur tête des soucis, des problèmes éventuels, etc., préféraient les chansons avec des thèmes plus anxieux. Et c'était pas lié aux émotions de la chanson. Le fait que ce soit plus positif ou négatif, ça n'avait aucun impact. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Qu'est-ce qu'en concluent les auteurs? Eh bien, que les gens écoutent de la musique parce que ça leur permet de valider la manière dont ils pensent, dont ils se sentent, et la manière dont ils agissent dans les relations. Et comme c'est évidemment un domaine très important dans la vie, les relations, eh ben c'est quelque chose qui se reflète aussi dans des préférences en dehors de la relation, c'est-à-dire des préférences musicales par exemple. En fait, les gens aiment entendre leurs sentiments exprimés. Ils trouvent que ça a du sens en fait. Ça, comme on dirait aujourd'hui en mauvais français, ça fait sens. Hein, donc c'est un peu ça l'idée, c'est que j'aime bien écouter des chansons qui mettent en mots et mettent en musique aussi dans une certaine mesure ce que je ressens pour valider mes sentiments, valider mes ressentis. Alors comment est-ce que ça marche la idée comment ça marche dans la vraie vie, par exemple une personne qui a une rupture, qui casse avec son ou son copain, sa copine, son mec, sa meuf, etc. Si on est évitant dans les relations, on peut trouver réconfortant ou dynamisant
le fait d'écouter des chansons qui expriment l'idée que en fait les relations c'est pas si important que ça et que de toute façon elles sont là. Toutes les relations nous déçoivent. En d'autres mots, bon débarras. Et donc ça c'est en lien avec le côté évitement, puisqu'en fait on se protège en se disant moi les relations c'est pas important, j'évite ça. De l'autre côté, si on a tendance à être plutôt neurotique, donc le côté neuroticisme, hein, on est un peu, on se fait du souci en permanence. Par exemple, le fait de ruminer sur ce qu'on a fait de mal dans une relation, eh ben, on peut être apaisé par une chanson qui est plus chargée d'anxiété et qui fait qu'on se ressent moins seul. En fait, qui exprime le fait que c'est pas facile et que c'est compliqué les relations et que ben, on n'est pas tout seul à vivre ces soucis-là et cette anxiété-là. En fait, que quelqu'un d'autre l'a exprimé en mots, ça nous permet d'exprimer ça. Et donc, ça peut être apaisant le fait d'entendre cette chose à exprimer. La conclusion aussi, c'est que ça peut être bien de chercher la validation quand tu es dans une période difficile. En gros, quand tu es quand tu es en rupture amoureuse, voilà, c'est sympa d'avoir ce côté d'entendre dans une chanson en plus quelque chose qui valide tes sentiments. Mais il y a un risque, le fait d'écouter constamment des choses qui valident nos pensées, surtout quand c'est des trucs négatifs, hein, typiquement l'anxiété ou l'évitement des relations, etc. Ben, ça renforce aussi notre point de vue, nos comportements dans ce sens-là, qui n'est pas forcément un sens très positif ou très constructif. Donc là, on parle vraiment de l'évitement et du fait de se faire des soucis, donc le neuroticisme. Parce que sur d'autres styles d'attachement et comment dire, traits de personnalité, on n'a pas de liens qui ont été identifiés. Par exemple, ils n'ont pas trouvé de lien entre l'attachement l'attachement donc sécurisé, ou l'attachement anxieux, et ce que les gens écoutaient. Donc quand on a un attachement sûr, on n'écoute pas forcément des trucs qui valident ce qu'on ressent ou la manière dont on se comporte. Pareil pour l'attachement anxieux. Même si l'attachement anxieux, il y a quand même un petit lien avec le neuroticisme, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ce qu'ils disent là, hein, le neuroticisme, enfin l'instabilité émotionnelle, il y a un overlap, il y a un recouvrement pour certains aspects, pardon, avec le style d'attachement évitant, mais c'est pas la même chose. Donc il y a peut-être un lien qu'ils n'ont pas réussi à identifier, mais ça mérite d'être creusé. Et donc là, après, les auteurs dézooment et réfléchissent un petit peu à l'aspect social du truc. Donc, ils ont fait un peu la même chose en comparant des chansons des années 40-60, 46-65, à des années de 90-2015. Et ils ont regardé l'évolution des thèmes. Alors, non, pardon, ils ont commencé des chansons. Non, c'est ça. 15 ans à chaque fois, à peu près. Enfin, 20 ans, on a quasiment 19 ans, il a 25 ans. Ils ont regardé comment les thèmes des chansons changeaient tous les 5 ans. Et sur les mêmes périodes, ils ont vu que l'attachement évitant est moins sécurisé, enfin les chansons qui évoquaient ces thèmes-là, donc avec de l'attachement évitant ou moins sécurisé, étaient plus populaires que les autres chansons. Et donc là, ils parlent de chansons récentes. Hein. Les chansons récentes, il y a plus ces thèmes-là, donc 90-2015, que les chansons plus anciennes. Et donc les auteurs là supposent, en fait c'est ça, ils ont fait de, ouais voilà, donc c'est bien ce que j'avais compris au départ. Pardon, je relis en diagonale, mais je me souviens plus exactement. C'est qu'ils ont pris donc des chansons à partir de 1946, ils ont fait des tranches de 5 ans et ils ont regardé l'évolution des thématiques dans les chansons les plus populaires. Donc ça donne 823 chansons. Et ils ont constaté que dans les années les plus récentes, avec le temps, on avait de plus en plus des thématiques dans les chansons qui étaient préférées par les gens. Pas les chansons créées, mais les chansons préférées par les gens. On avait de plus en plus des thématiques d'évitement, d'attachement évitant,
moins sécurisés, etc., dans les sociétés occidentales. Et donc, ils se disent que c'est peut-être une tendance dans les sociétés occidentales d'avoir de plus en plus d'évitement dans la relation, peut-être parce que les gens se sentent moins connectés qu'auparavant. Euh, alors, il parle évidemment de polarisation de la société, les inégalités de revenus qui peuvent mener à des mentalités de eux contre nous, le taux de divorce qui est plus élevé, les réseaux sociaux qui peuvent mener les gens à être moins connectés. Alors ça, évidemment, ça dépend de comment vous sentez le truc, hein. Ça dépend comment on utilise les réseaux sociaux. C'est toujours pareil, c'est une question d'usage, mais d'une manière générale, effectivement, il peut y avoir cette tendance-là. Et ils disent qu'il peut y avoir d'autres explications aussi, mais c'est voilà, c'est ce à quoi on pense comme ça spontanément, comme explication. Donc, il y aurait aussi peut-être une tendance générale de l'évolution du style d'attachement. Quand on regarde en tout cas les chansons populaires si on estime qu'il y a un lien, et ils l'ont montré dans l'étude auparavant, dans l'étude précédente, il faut se dire que ça peut aussi être un marqueur, du coup, comme on sait qu'il y a un lien entre nos préférences et notre style d'attachement, notre préférence d'écoute de chansons sur les relations et notre style d'attachement, on peut utiliser du coup les chansons les plus populaires, peut-être comme un marqueur de l'évolution des styles d'attachement. C'est en tout cas l'hypothèse qui est faite. Et donc là, ce qu'ils disent à la fin, effectivement, ces auteurs, ces chercheurs, c'est que ça peut être intéressant si par exemple on écoute des chansons qui dévalorisent les relations, bah, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de les écouter en boucle? Est-ce qu'on a envie d'écouter des chansons d'Adèle qui dépriment en boucle quand on se sent pas bien? Est-ce que finalement c'est la meilleure stratégie? C'est pas qu'il faut pas les écouter, mais est-ce que les écouter en boucle c'est vraiment ce qui va nous faire du bien à moyen long terme? C'est pas sûr. Pas bon. Euh, donc la moralité, la morale de l'histoire, tout ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, et je suis pas en désaccord, hein, faites attention à la message, pardon. Aujourd'hui, l'anglais-français, là, je suis pas trop au taquet. Faites attention donc au message de votre chanson, de vos chansons préférées, le message qui est véhiculé, et, euh, et posez-vous la question suivante, est-ce que ce message-là, c'est ce que j'ai envie de penser et de ressentir sur ma relation? Est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est constructif, quoi? Euh, c'est bien de chercher la validation par rapport à nos sentiments, c'est bien d'entendre nos sentiments exprimés, parce que souvent, ils sont bien exprimés, mieux exprimés dans des chansons que ce qu'on arriverait spontanément à faire, donc c'est intéressant. Mais à un moment donné, c'est aussi bien de faire en sorte que cette validation ne devienne pas une espèce de routine de rengaine qui tourne en boucle et qui soit même pas constructive, mais carrément destructive, carrément contre-productive. Voilà. Donc voilà pour cet article sur le lien entre les chansons préférées et le style d'attachement. C'est donc un article de Great Good Magazine du 1er février, donc écrit par Jill Suttie, et on a évidemment le lien ici, hein, vous pouvez regarder, vers l'article de recherche si ça vous intéresse. Nous allons passer au deuxième article, toujours sur Great Good Magazine, parce que je le vaux bien. Alors, juste 30 secondes. Je vais me moucher et donc je vais éviter de vous imposer, de vous infliger ça. Voilà, ça ira mieux comme ça. Alors, un article qui s'intitule What the Longest Happiness Study Reveals About Finding Fulfillment. Donc, ce que nous révèle la plus longue étude sur le bonheur au sujet de l'épanouissement. Donc, en gros, on a une étude qui est l'étude de Harvard sur le développement adulte, qui a commencé dans les années 30, qui est une vieille étude, il y a un TEDx dessus pour le chercheur qui chapeaute là récemment cette étude-là, il a fait un TEDx que vous pouvez retrouver.
Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, le site en question. Voilà, donc c'est Robert Waldinger, et donc là, il y a eu de nouveau des nouveaux résultats et une publication sous forme de livre qui résume un petit peu les choses. Donc cette étude, elle a commencé dans les années 30, dans les quartiers de Boston, sur plusieurs décennies, et on suivait les chercheurs à cette époque-là suivaient des gens. Ils devaient leur donner, pour qu'ils leur donnent, pardon, je vais y arriver, des updates, des mises à jour sur leur vie, leur niveau de santé actuel, leurs revenus, leur emploi, leur statut marital. Alors au début c'était que des mecs, hein, c'était que des hommes. Et donc ils devaient aussi remplir des questionnaires et participer à des interviews où ils parlaient de leurs peurs, de leurs espoirs, de leurs déceptions, de leurs réussites, de leurs accomplissements, de leurs regrets, de leur satisfaction dans la vie et de plein d'autres choses. Et donc tout ça, ça donnait des données assez précises, assez riches et qui ont été accumulées au fil des années. Et au fur et à mesure des années, évidemment, on a intégré d'autres personnes, pas que des hommes blancs, mais aussi voilà, des femmes, des personnes, des minorités aux États-Unis, hein, donc des hispanos, des afro-américains, etc., 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 des asiatiques, pour avoir un petit peu tout le panel. Et avoir quelque chose de représentatif surtout. Donc, ça c'est quand même important. Et la conclusion globale, en tout cas là en une phrase, c'est qu'il est jamais trop tard pour améliorer sa qualité de vie et orienter sa vie vers quelque chose de plus sain, de plus heureux. Alors c'est quoi les clés du bonheur selon l'étude de Harvard? J'ai presque envie de dire qu'il y a la clé du bonheur. Euh, c'est pas forcément évident. Contrairement à ce qu'on peut penser, la clé du bonheur, pour en tout cas une vie longue et saine, c'est pas forcément la réussite professionnelle, le sport, l'exercice physique ou la nutrition, enfin un régime sain. Ces choses ont une importance, mais le truc qui est constant et qui a une importance capitale et qu'on voit tout le temps pour la satisfaction dans la vie, c'est des relations saines, des relations bonnes, des relations positives. Euh, donc là, ce qu'ils expliquent, c'est pourquoi est-ce que les auteurs sont si catégoriques sur le fait de dire que c'est vraiment ça qui compte, c'est les bonnes relations. Parce qu'en fait, ils ont étendu la zone géographique au fur et à mesure. Ils ont ouvert l'échantillon pour qu'il y ait des femmes, des personnes, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et ils ont aussi comparé avec d'autres études longitudinales pour agglomérer les résultats et arriver à cette conclusion. Que les connexions sociales sont importantes pour une vie saine et longue. Puisque les gens qui sont plus connectés à leur famille, à leurs amis, à leur communauté, sont plus heureux et plus en santé physique que les personnes qui sont moins connectées. Alors, le souci qu'on a, entre guillemets, c'est que la solitude et la déconnexion sont quand même, enfin, en tout cas, on a l'impression, en tout cas, que ça progresse. Et c'est un fait, hein, le nombre de célibataires à un certain âge avancé, une trentaine, quarantaine, a augmenté, même dans la vingtaine, a augmenté énormément ces dernières années. Alors pourquoi les auteurs supposent qu'il y a un côté où la société nous pousse vers l'individualisme et le fait de la réussite professionnelle notamment au détriment des relations. Alors c'est vrai pour le XXe siècle, c'est vrai pour le début du XXIe. Moi j'aurais tendance à dire que actuellement, notamment quand on regarde le marché de l'emploi, quand on regarde ce que les jeunes mettent en avant, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, marché du travail, mettent en avant dans leur recherche. Alors, on parle toujours plutôt de professions, comment dire, de jeunes qui font des études et qui font des professions dites intellectuelles. J'aime pas ce mot-là, mais vous voyez ce que je veux dire, qui travaillent dans le tertiaire, etc. Les gens ont tendance à quand même plutôt privilégier maintenant, enfin,
Il y a une tendance à privilégier davantage le côté qualité de vie, tant pour soi, par rapport au salaire ou à la carrière, vis-à-vis de personnes qui entraient sur le marché du travail il y a 20 ou 30 ans. Donc on a quand même une tendance qui change un petit peu, mais ça reste quand même majoritaire, hein, ce côté réussite, etc. Mais il y a moins la culture qu'il y a pu y avoir dans les années 80-90 de je veux d'abord gagner plein d'argent et faire une super carrière, et le reste on verra. Ça c'est plutôt quand même la tendance post-deuxième guerre mondiale qui a été très très forte et qui commence à s'estomper. Et après le Covid, j'ai envie de dire, il y a même des gens plus âgés aussi qui se posent la question. Les reconversions professionnelles, etc. C'est aussi pour ça. Alors, l'étude de Harvard, ce qu'elle montre, c'est qu'on a des gens, des hommes notamment, qui ont commencé avec des avantages dans la vie, notamment une époque où ils ont fait des études alors que c'est très cher aux États-Unis en plus. Hein. Ils ont fait des études à une époque où peu de gens en faisaient. Ils avaient des boulots qu'on pourrait qualifier de super en fait, en termes de revenus, en termes de considération sociale, de valorisation, etc. et de carrière. Mais ils ont fini seuls et sont morts prématurément. Alors que d'autres personnes qui ont eu plus de difficultés, ont commencé avec plus de difficultés dans la vie, eh bien ils ont mieux réussi, ils ont trouvé un job qui leur apportait du sens, et une vie de famille qui les a aidés à gérer les obstacles et les difficultés. Donc en fait, il y a plein de choses qui peuvent rendre la vie plus ou moins facile et qui peuvent augmenter ou diminuer le bien-être, évidemment, mais les relations positives, le fait d'avoir des relations fortes, c'est toujours quelque chose qui fait la différence en fait. Ça rend plus résilient par rapport aux difficultés. Pardon. Donc, les relations influencent notre bien-être et notre santé. Ok. Alors, dans le livre qu'ils ont publié, qui résume un petit peu, donc The Good Life, hein, qui résume un petit peu les résultats de l'étude de Harvard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont identifié comme piste pour améliorer ces relations, puisque c'est si important que ça. Une première chose, c'est de faire le point. Ça, j'aime bien. Vous avez des vidéos sur le blog, des vidéos sur la chaîne YouTube de Se Réaliser. Vous avez des articles de blog aussi là-dessus. Faire le point, c'est hyper important, parce que en fait, c'est ce qu'ils ont constaté, c'est que dans l'étude de Harvard, justement, il y a des interviews et des questionnaires réguliers qui sont envoyés aux participants toutes les X années pour voir en fait comment ils évoluent. Et en fait, les gens, ils ont bénéficié de ce côté-là, de ce truc-là, le fait d'avoir des interviews, le fait d'avoir des questionnaires qui étaient envoyés, parce que ça leur a permis de réfléchir à leur relation, de se rendre compte que parfois ils négligeaient leur relation par rapport à leur travail. Et donc ça les a aidés aussi à faire des efforts pour avancer dans le bon sens. D'où l'importance de faire des points régulièrement pour pas être un peu dans la tête dans le guidon, vous savez, hein, le tunnel, vous avancez, et en fait vous zappez complètement cet aspect-là. Parce qu'en fait on a toujours mieux à faire, on a toujours d'autres choses à faire. Donc une première chose, c'est de se faire des points régulièrement. Ok, pour prendre conscience d'un éventuel besoin. Ou d'un manque. Et donc les auteurs proposent de faire une liste des gens, par exemple, si vous voulez faire ce travail-là, de faire une liste des gens qui sont dans votre vie, tout en notant à côté le type de relation que vous avez avec eux, le support qu'ils fournissent, le soutien qu'ils fournissent, pardon, et à quel point vous passez du temps ensemble. Donc, vous faites la liste des gens. Vous mettez à côté le type de relation que vous avez avec eux, c'est des collègues, c'est des amis, c'est des relations amoureuses, etc. Ou vous définissez les relations comme vous le voulez. Ensuite, vous listez en face le soutien qu'ils vous apportent au quotidien. Et enfin, dernière colonne, le temps que vous passez ensemble. À quelle fréquence vous passez du temps ensemble. Et ça peut vous permettre d'identifier les relations qui vous apportent le plus, les relations qui sont pas utiles, voire les relations qui sont toxiques, et de prendre des décisions en fonction de ça. Troisième piste, c'est de considérer vos besoins en fonction du moment où vous êtes dans votre vie. En fait, on a des besoins qui évoluent dans la vie.
Ce que montrent les études, c'est que souvent, quand on est jeune, on a besoin, souvent, enfin en tout cas ce qui marche bien, c'est plus de relations peut-être un peu moins intimes, sur la quantité, hein. Euh, Ce qui permet de trouver des partenaires pour le travail ou pour monter des projets et des partenaires amoureux, des vraies relations amoureuses. On a ensuite, au milieu de la vie, une baisse, hein, de la qualité du bonheur dans la vie et aussi des relations, parce qu'en fait, les gens qui sont le plus heureux à la moitié de leur vie, donc 40 ans à peu près, sont des gens qui ont réussi à se décentrer, c'est-à-dire à pas se dire seulement qu'est-ce que je peux faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour les autres, et donc à se connecter aux autres, et de garder des bonnes relations avec les autres. Et donc ensuite, en général, on voit aussi que les personnes âgées, ils n'ont pas forcément autant de relations, mais quelques bonnes relations intimes, proches, ça suffit pour être heureux. Donc il peut y avoir aussi une évolution en fonction des moments de la vie. On n'a pas toujours les relations qu'on a quand on est par exemple jeune ou étudiant. euh, la vie elle ressemble pas toujours à ça au niveau des relations non plus. Et il faut pas forcément, ça dépend des besoins des gens, mais c'est pas forcément non plus quelque chose qu'il faut essayer de rechercher à tout prix. C'est normal que les relations évoluent dans la vie au fil des années. Ensuite, une autre piste, c'est le fait de prioriser les relations et d'être présent dans les relations. C'est-à-dire, souvent, c'est ce qui passe à la trappe. C'est-à-dire qu'on a le travail, on a des projets, etc. Et puis, en fait, du coup, peut-être les enfants, on les voit un peu moins, la famille, on la voit un peu moins, les amis, ou alors les amis, souvent c'est d'abord les amis, on les met de côté, etc. pendant un moment. Et en fait, euh, parce qu'on considère qu'on a pas assez de temps et que c'est pas quelque chose, comment dire, qui a un retour sur investissement immédiat. C'est du temps de loisir, c'est pas du temps productif. Euh, donc, souvent, on met ça au deuxième. On relègue ça un petit peu au deuxième rang. Et en fait, et c'est vrai, ok, c'est peut-être pas productif, mais avec le temps qu'on passe, la plupart d'entre nous, sur les réseaux sociaux, à faire défiler, à scroller, etc., sans prêter attention aux gens qui sont autour de nous, ben, en fait, on a du temps. C'est une question de choix. Et donc, le bon choix, c'est plutôt de passer du temps avec ses amis parce que, justement, ça apporte plein de choses positives. Donc, c'est à la fois positif pour soi et pour les autres. Et quand on est avec les autres, plutôt que d'être sur son téléphone, ben, être présent dans les relations, avoir de la curiosité envers ce que font nos amis, nos proches, les écouter vraiment quand ils parlent, s'intéresser à ce qu'ils font, montrer de l'affection, non seulement c'est utile pour eux, c'est utile pour nous, et en fait tout le monde s'y retrouve. Donc c'est quelque chose d'important, ce côté où, euh, où on regarde un petit peu les relations et on passe du temps avec eux. Avant-dernière piste, l'idée c'est que quand il y a des difficultés dans la relation, de ne pas être dans la réaction, mais dans la réflexion. En fait, quand il y a des difficultés, là aussi c'est ce que montre l'étude de Harvard et ce qu'on peut avoir comme piste pour améliorer les relations, pardon, c'est que quand on a des difficultés, le fait d'être dans la réaction et d'être en autopilote, etc., c'est pas forcément quelque chose d'hyper constructif, bon, ça c'est logique, hein. Et donc c'est intéressant plutôt de prendre du recul et d'apprendre à réguler ses émotions pour avoir une réaction qui soit appropriée et qui soit constructive pour soi et pour les autres. Ça veut pas dire qu'il faut pas être spontané, mais que voilà, il vaut mieux ralentir un petit peu, prendre de la hauteur, et pas forcément être dans la réaction immédiate pour laisser une chance à la relation de s'améliorer, se laisser une chance aussi d'avoir une bonne stratégie, une bonne amélioration enfin, comment dire, une bonne stratégie et d'avoir une relation qui est une issue positive, en fait, plutôt que de la dégrader parce qu'on est dans la réaction. Parce qu'on peut être stressé à cause du taf, etc. Il y a plein de choses qui font qu'on peut être dans la réaction. Et donc l'idée, c'est plutôt de protéger les relations en prenant toujours un peu de recul. Et enfin, dernière piste, dire aux gens tout simplement à quel point ils comptent pour nous, à travers la gratitude, la générosité. C'est des choses qui sont importantes. Là, c'est pareil, hein, l'expression de la gratitude. On sait, on a pas mal d'études, hein, sur le sujet en psychologie positive qui montrent que le fait d'exprimer de la gratitude, le fait d'être généreux, c'est positif, ça a des conséquences positives sur la satisfaction dans la vie,
sur la santé mentale, la santé physique, pour celui qui fait preuve de gratitude et de générosité, en plus de tous les bénéfices que ça a pour celui qui est la cible de la gratitude et de la générosité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a la fameuse stratégie des actes de bonté fortuits, donc Random Acts of Kindness, qui marche bien, le fait de faire des actes de bonté au hasard, enfin au hasard dans le sens où on le fait de manière un peu spontanée pour des personnes plus ou moins proches, ou pas proches du tout, au quotidien. Et quand on fait ça pendant une semaine, plusieurs actes de bonté par jour, alors le mieux c'est de faire 5 actes de bonté par jour, une fois dans la semaine, plusieurs semaines de suite, et ben ça a pas mal de conséquences positives en termes de santé mentale, physique, de bonheur, de satisfaction dans la vie pour la personne qui fait ça. En plus de rendre service aux autres. Donc bon, c'est plutôt positif. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on peut mettre en place et qui améliore aussi les relations. Donc voilà un peu l'idée de ce que nous disent les auteurs en fait dans ce livre-là, hein, qui résume l'étude de Harvard actuellement, en tout cas, sur le bonheur. Donc il y a encore une fois qui a commencé dans les années 30 et qui continue encore aujourd'hui. Et donc là-dessus, c'est intéressant toujours de focaliser sur les relations. Alors bien sûr, il n'y a pas que les relations qui comptent, mais ça reste quand même un facteur hyper important, hyper central pour l'épanouissement et le bonheur dans la vie. Voilà un peu pour ça. Alors, je regarde là, par rapport à l'heure. Tac. Alors, je pense que je vais pas avoir le temps de faire le dernier article pour le faire bien. J'ai pas trop envie de rusher. Donc, on verra la semaine prochaine probablement cet article sur l'intelligence artificielle qui peut recréer des images à partir de scans du cerveau. Truc assez intéressant. Alors, on sort un peu de la psychologie positive, mais en termes de psychologie et d'études de neurosciences, c'est quelque chose qui est intéressant et qui ouvre des perspectives. Et comme c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'année de l'intelligence artificielle, là, c'est intéressant de creuser le sujet. Donc, on va... hop là. On va s'arrêter sur ces 2 articles pour aujourd'hui. C'est un article de plus que ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est un article de recherche, donc c'était un petit peu différent. Et puis de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, donc pour au moins un article de recherche. Je vais essayer d'en faire 2. J'en ai encore dans les tuyaux, puis il y a des nouvelles publications toutes les semaines, donc on a pas mal de choses intéressantes à regarder. Toujours, donc tous les jeudis matins, et j'essaye d'augmenter un petit peu le temps de stream si j'arrive à me lever un peu plus tôt, être un peu plus efficace. On va voir. En tout cas, je continue, donc tous les jeudis. Et puis bon, je remets ça sur YouTube très prochainement. Merci pour ceux qui sont passés sur le live, ceux qui verront sur YouTube, et puis bonne journée, et à la semaine prochaine. Salut!